Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Je pense qu'on va pouvoir commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous avez des questions ou des remarques, vous avez un module de discussion intégré dans le webinar. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou autres. Je pense que tout le monde est connecté. On va pouvoir commencer. C'est parti. Donc, l'objectif de ce webinar, c'est de transformer un bon CRM en excellent CRM, parfaitement optimisé et qui sera adopté par tous les utilisateurs. Hop, pardon, je vais reprendre la main. Voilà. Donc je suis moi Mathieu Rivière, directeur de projet CRM chez Synolia, et je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Philippe. Bonjour, et je suis responsable Customer Success au sein de Synolia. Parfait. On voulait aujourd'hui animer ce webinaire parce qu'on a fait quelques constats. On s'est rendu compte que le CRM s'est imposé depuis quelques années comme une plateforme incontournable. Pour se démarquer de la concurrence, on est obligé de proposer une meilleure expérience client. On a un certain nombre d'indicateurs qui apparaissent. On sait qu'un CRM peut accroître le revenu d'une entreprise de 5 à 10% en 2 ou 3 ans. Mais on sait également qu'il y a un bon nombre de projets CRM qui ne sont pas forcément des succès parce qu'ils ne sont pas forcément bien adoptés par les utilisateurs. Il y a donc de plus en plus d'entreprises qui se dotent d'un outil CRM, mais on constate encore un trop grand nombre d'outils CRM qui ne sont pas satisfaisants en interne. On va regarder ensemble quelques exemples, quelques raisons qu'on a identifiées qui sont des freins à l'adoption. On va pour l'instant se concentrer sur des freins liés au projet en lui-même et puis après on verra ensemble quelques freins liés à l'outil. Le premier frein, il concerne la communication interne. Si les utilisateurs du CRM n'ont pas d'informations sur le CRM, sur ce qu'ils vont pouvoir faire avec, sur la façon dont il évoluera, ça paraît compliqué de s'investir, d'adopter l'outil. Un autre point important concerne l'implication de la direction. On voit encore régulièrement des managers qui expliquent que le CRM sera pour les commerciaux ou sera utilisé par les assistantes. Mais du coup, le raisonnement, il est basique. Si mon responsable n'utilise pas l'outil, pourquoi moi je l'utiliserai? Ensuite, vient la question des processus. Question primordiale. On rencontre encore beaucoup d'entreprises qui pensent que le CRM va les aider à formaliser leur processus. Et c'est totalement l'inverse. Le CRM, c'est un outil. Cet outil doit s'adapter à votre façon de travailler. Là aussi, si les utilisateurs ne comprennent pas les processus ou que les processus ne sont pas clairement définis, ça paraît difficile de pouvoir utiliser correctement le CRM. On voit encore régulièrement des projets lotis. C'est effectivement la bonne approche, c'est celle qu'on préconise régulièrement chez nos clients. Pour proposer un outil avec un périmètre assez light dans un premier temps, sur une population restreinte, et puis au fur et à mesure faire évoluer en intégrant de nouveaux utilisateurs et en intégrant de nouvelles personnes. C'est parfait. Mais si on lotit et qu'on s'arrête à un loin, c'est un peu dommage. On va générer énormément de frustration et finalement, les utilisateurs seront amenés à abandonner le CRM. Un autre sujet concerne les formations. C'est aussi un point important. Imaginez pouvoir former des dizaines ou des centaines d'utilisateurs avec un scénario identique, avec des exercices bateaux. C'est parfois un peu délirant. Et surtout quand on compare ça au fait que ces populations d'utilisateurs peuvent appartenir à des BU différentes, à des organisations différentes, avec des processus et des attentes différentes. On ne peut pas proposer de formation identique à tout le monde. Voilà quelques points sur le projet en général. Si on parle maintenant de l'outil, si on fait un focus sur l'outil,
Un point important que l'on retrouve quasiment tout le temps maintenant, c'est l'ergonomie. On le retrouve dans tous les cahiers des charges. Effectivement, le point de base, c'est qu'on veut un CRM qui soit ergonomique, facile à utiliser, rapide dans la saisie. Et en fait, c'est un point qu'on va rapidement oublier au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'outil, dans la définition de l'outil. Et au final, lorsqu'on va mettre en place les premières briques du CRM, on avait demandé à ce que l'outil soit ergonomique. On a peut-être choisi un outil très ergonomique, mais dans la définition, on ne s'est pas concentré là-dessus. Et donc, on va proposer quelque chose qui finalement n'est pas ergonomique, propose des temps de saisie qui sont extrêmement longs et du coup qui sont un frein réel à l'adoption. Un deuxième point, c'est les gains pour l'utilisateur. Utiliser un CRM, ce n'est pas une fin en soi. Le matin, on ne se lève pas en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais utiliser mon CRM. » Non. On ne peut pas dire à un commercial « Saisis ton compte-rendu et c'est tout. » Si l'utilisateur ne voit pas que le CRM peut lui apporter des choses, peut lui apporter de la valeur ajoutée, peut l'aider dans son quotidien, il va forcément mettre toute la mauvaise volonté du monde à utiliser l'outil. Quand on parle de CRM, on pense forcément à gestion de clients. Ces clients, généralement, on a des données qui sont un peu disséminées dans notre SI. Si les données qu'on a intégrées dans notre CRM ne sont pas fiables, le CRM devient vite inexploitable. Il y a deux grands chantiers liés à cette qualité des données. C'est au moment du lancement du projet, on va vouloir rapatrier le plus d'informations possible dans le CRM. Faire plaisir à tous les commerciaux. Chacun a son petit fichier Excel dans son coin. On va retrouver des vieilles bases de données qu'on avait achetées il y a quelques années. Et on va vouloir charger tout ça. Si l'objectif, c'est de faire du volume, clairement, ça n'a aucun intérêt dans le CRM. Et ensuite, ça va être pendant la vie du CRM. Chacun va être garant de la qualité des données du CRM. Et c'est important que chacun puisse comprendre qu'il est responsable de ces données, parce que si chacun ne joue pas le jeu, on va vite se retrouver avec des données vieillissantes, des données inexploitables, donc des campagnes marketing qui ne pourront plus être réalisées depuis l'outil, et finalement, on arrive à un abandon de l'outil. Un autre point important, c'est les intégrations avec les autres outils du SI. On parlait tout à l'heure de clients. Généralement, la plupart des personnes qui sont présentes, je pense, ont un ERP, un outil de gestion de clients. Imaginez pouvoir déployer un outil CRM sans le connecter ou sans à minima rapatrier les données clients, des données fiables qui sont mises à jour puisque c'est des données de facturation dans le CRM. Ça paraît compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, mon prospect que je saisis dans mon CRM, je vais devoir le ressaisir dans mon outil de gestion. C'est de la ressaisie, c'est chronophage, et ça n'a clairement aucun intérêt pour un client, enfin pour un utilisateur. Toujours lié à l'intégration, on peut aussi constater un écart entre le CRM mis en place et les habitudes de travail. On a généralement une liste de fonctionnalités qui est attendue, mais on met assez rarement cette liste par rapport aux conditions de travail. Je pense par exemple à la mobilité, je pense à la messagerie. On ne peut pas dire à un commercial qui est, disons, 4 jours par semaine sur la route, le vendredi, il faut que tu te mettes sur ton PC et que tu saisisses tes comptes rendus de visite. C'est pas pertinent. Là, il faut lui apporter un outil qui puisse être mobile, qui puisse être utilisable dans la voiture, etc. De la même façon, la messagerie, on utilise tous Outlook ou Gmail. Ne pas pouvoir se connecter avec ce type d'outils qui sont les outils pour rentrer en relation avec un client, c'est pas forcément pertinent. Un dernier point, et puis je vais m'arrêter là sur ces éléments. C'est le sentiment que les utilisateurs peuvent avoir de ne pas avoir été écoutés. Effectivement, le chemin classique d'un projet CRM, on va
interviewer, récolter auprès des utilisateurs un certain nombre de besoins, des fonctionnalités qu'on va vouloir avoir dans le CRM. On va rédiger un cahier des charges, plus ou moins fourni, plus ou moins détaillé, avec beaucoup de fonctionnalités. Et puis, étant donné qu'on a décidé de lotir, on n'a pas forcément un budget extensible, un délai extensible, on va prioriser nos besoins. On va faire un choix. Et donc, ça veut dire que sur la première mise en place de l'outil CRM, il y a certains utilisateurs qui vont retrouver les fonctionnalités qu'ils avaient demandées et d'autres qui ne vont pas les retrouver. C'est sur cette seconde population qu'il faut mener des actions, puisque ces personnes-là, si on leur dit que finalement on a priorisé et que leurs besoins ne rentreront jamais dans la boucle, forcément ils vont être frustrés, donc forcément de la mauvaise volonté pour utiliser l'outil. À l'inverse, si on leur dit que on a priorisé, ce qui signifie que dans les prochains lots, on va leur proposer des nouvelles fonctionnalités, ces fonctionnalités qu'ils attendent, forcément, on sera plus pertinent et ça les intéressera un peu plus. On va s'arrêter là pour ces obstacles. On ne va pas les énoncer tous. L'idée de ce webinaire, c'est aussi de vous proposer des éléments clés vous permettant d'améliorer votre façon de mettre en place un CRM. On a identifié 4 éléments clés qu'on va définir, qu'on va travailler ensemble. Avoir des objectifs bien définis, s'assurer d'avoir les bonnes personnes dans une équipe projet, votre équipe projet. Toute implémentation d'un CRM nécessite un projet de conduite du changement. Forcément, on va changer les habitudes, on va proposer de nouveaux outils, donc de nouveaux process. Et puis, on verra qu'un projet CRM ne s'arrête pas au lot 1, ne s'arrête pas au lot 2. Un projet CRM, ça ne s'arrête pas, il faut le faire vivre. Et donc, il faut se donner les moyens de pouvoir faire vivre cet outil. On va regarder ensemble ce que ça peut donner point par point. Le premier sujet, les objectifs bien définis. Idéalement, il ne doit y avoir aucune confusion quant aux objectifs du projet. Aucune confusion chez les utilisateurs, mais aussi chez les managers. Pour cela, l'idéal, c'est d'échelonner les objectifs et le plan. Petite parenthèse, comme le dit Jean-Jacques Goldman, la destination n'est pas nécessairement le plus important. C'est la route pour y parvenir qui compte le plus. Plus sérieusement, après avoir listé vos objectifs, il va falloir donner de la visibilité à vos utilisateurs. Vous avez défini vos objectifs, il faut les prioriser et les positionner sur un agenda. Le plus important, fixez-vous des objectifs atteignables. C'est délirant d'imaginer que dès le premier lot d'un CRM, on puisse atteindre des objectifs du type « je vais augmenter mes ventes de 20%. » Selon votre métier, ça peut être compliqué. Vous savez, là sur la partie droite, un modèle de maturité du CRM qui a été créé par des analystes. Où vous en soyez en fait de ce modèle, vous devrez passer par plusieurs étapes avant d'arriver à un CRM parfaitement optimisé. Et donc, qui dit passer par certaines étapes, dit que sur chaque étape, vous devez avoir défini des objectifs précis et chiffrés. On va prendre ensemble un petit exemple, un exemple d'objectif commercial. Vous le verrez, je maxe plutôt sur un périmètre commercial, mais ça s'applique bien évidemment sur un périmètre de service client ou un périmètre marketing. Mon objectif ici, ce serait par exemple de réduire le temps de traitement des demandes entrantes, des prospects de 10%. Pour pouvoir mesurer cet objectif, première étape, je vais devoir mesurer le temps que je mets aujourd'hui à traiter un prospect. Le temps moyen. Ensuite, je vais devoir me doter d'un outil et dans cet outil, CRM, je vais prioriser des fonctions qui vont m'aider à réduire ce temps-là. Ça peut être de l'import automatique de leads, ça peut être des formulaires qui vont venir rechercher les prospects depuis votre site, ça peut être des automates qui vont vous aider à traiter ou à qualifier les prospects. Et enfin, quand on aura mis en place tout ça, donc en décembre 2019, bien penser à refaire des mesures. C'est important de pouvoir valider ou non l'atteinte d'un objectif. Dès que vous avez des objectifs clairs,
vous devez les décliner pour chaque utilisateur. Si je dis à mon commercial, il faut qu'on réduise de 10% le temps de traitement d'une demande, lui, il s'en moque un petit peu. Si on continue sur cet exemple, voilà ce que ça pourrait donner pour mon commercial. Vous pourriez imaginer la suppression des saisies manuelles faites sur Excel. Mon commercial, du coup, n'aurait plus qu'à se connecter au CRM et à traiter directement mes prospects. C'est le moyen de montrer à vos commerciaux ce qu'ils ont à gagner par rapport à votre objectif principal. Déclinez toujours votre objectif et soyez capable de décliner aussi vos phases futures. N'hésitez pas à communiquer ces éléments internes. Cela peut se faire par une campagne marketing, par exemple, que vous allez diffuser auprès d'une large population. Autre point, lorsque vous communiquez en interne, n'oubliez pas de donner la direction générale du projet. On ne s'arrête pas en décembre 2019, mais on va aller plus loin et donc présenter peut-être les phases suivantes, les objectifs à plus long terme et peut-être un macro planning de votre projet. Les utilisateurs se sentiront là aussi plus impliqués, donc auront plus d'envie d'utiliser le CRM. Le deuxième point, c'est l'équipe projet impliquée. Dans votre équipe projet, assurez-vous d'avoir un représentant de chaque partie. Ça peut être l'équipe dirigeante, ça peut être les commerciaux, etc., etc. En fonction de la taille de votre entreprise, vous devez avoir un représentant de l'équipe de direction, un chef de projet issu des métiers et un ou plusieurs représentants de l'informatique. Sa présence est indispensable. Ensuite, il est nécessaire d'inclure des utilisateurs opérationnels de l'outil. Il faut un ou des leaders qui portent la vision. C'est des personnes très expérimentées vers laquelle les autres pourront se tourner. Une ou plusieurs personnes réticentes face au changement, c'est un réel atout pour vous parce que ces personnes-là, c'est celles qui vont vous faire le plus de retours. Ces retours-là, ils seront bien évidemment à traiter. Et des utilisateurs moteurs. Les utilisateurs moteurs, pour les identifier, c'est ceux qui vont utiliser le plus les outils précédents. Si c'est Excel, c'est ceux qui ont des fichiers Excel bien remplis, avec beaucoup d'informations. Il ne faut pas oublier des managers ou des décisionnaires. Si vous n'avez pas ces personnes-là, vous risquez de rencontrer des blocages dans votre CRM. Du type, il faut que je valide avec la direction avant de pouvoir avancer vers l'étape suivante. L'intérêt d'avoir des utilisateurs dans l'équipe, c'est d'avoir un feedback de leur part. Ça implique, ce que je disais tout à l'heure, de traiter ces feedbacks rapidement pour pas qu'ils se sentent abandonnés. Et 2, si vous faites les choses correctement, les utilisateurs que vous aurez intégrés dans votre équipe projet, ça deviendra vos ambassadeurs. Et qu'on soit très clair, des utilisateurs qui deviennent vos ambassadeurs, leur message passera bien mieux que si le message vient de la direction d'un manager. Lorsque vous avez mis en place cette équipe projet, il faudra mettre en place des instances de pilotage. Je prends un exemple, c'est un rendez-vous mensuel pour récolter les demandes de chacun. Chaque représentant de l'équipe projet va donc venir avec un certain nombre de besoins qu'il a recensés. Chacun pourra peut-être voter, prioriser en fonction de ses besoins, échanger. Il y a peut-être des besoins qui sont déjà pris en compte. Et donc, vous allez pouvoir comme ça animer de façon efficace votre CRM. Un point important, assurez-vous que votre équipe projet dispose d'assez de temps consacré au CRM. Là aussi, c'est une situation qu'on peut rencontrer. Les équipes projet des clients, malheureusement, c'est pas leur métier de base de mettre en place le CRM. Et bien souvent, elles sont sollicitées sur d'autres projets, sur leur métier peut-être de commercial. Et malheureusement, elles n'ont pas le temps nécessaire pour animer le CRM, ce qui peut du coup engendrer beaucoup de problèmes dans la suite du projet. Dernier élément, ne laissez jamais de remarques des utilisateurs sans réponse. Si ce n'est pas des remarques qui sont faciles à traiter, parce que c'est des besoins qui ne sont pas présents aujourd'hui dans le CRM, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver soit des solutions alternatives, soit à présenter la roadmap en expliquant que ces fonctionnalités-là, elles arriveront dans un lot 2, un lot 3. Il ne faut pas que ça reste dans un lot X. Il faut pouvoir avoir quand même une date. Ce point-là, il sera traité
en décembre 2020. Le point numéro 3, c'est la conduite du changement. Un projet CRM implique 3 éléments. Le premier, c'est une gestion de projet rigoureuse. Cela passe, par exemple, par la mise en place d'outils qui vont vous aider à piloter le projet. Je pense par exemple à Monday, qui est un outil de pilotage assez simple, assez graphique. Le deuxième, c'est la mise en place d'un plan de communication. Généralement, ce plan de communication en interne, il va se décliner en 3 parties. Une première partie liée à la sensibilisation. Qu'est-ce qu'un CRM? Qu'est-ce que le CRM peut m'apporter? Cette première partie, si on parle avec des termes un peu anglais, c'est du teasing. C'est donner envie, faire la promotion de l'outil pour que les utilisateurs attendent le CRM. Ensuite, la seconde phase qui va plutôt être liée à la préparation. Ça peut être la préparation des formations. Qu'est-ce que je dois préparer? Quelles sont les données que je dois préparer? Quels sont les éléments que l'on va voir pendant la formation? C'est aussi communiquer sur les process qui vont peut-être évoluer avec la mise en place d'un outil CRM. Et la troisième partie de la communication, c'est la communication post-déploiement qui va être vraiment liée à l'adoption. Je prends un exemple très concret, c'est mesurer la satisfaction des utilisateurs. On peut imaginer pouvoir faire un petit sondage en interne. Est-ce que vous êtes satisfait de l'utilisation du CRM? Oui ou non? Ou des scoring type NPS sur 10. Et après, au-delà de ça, peut-être quelques questions. Est-ce que vous attendez plus de formation? Est-ce que vous attendez de nouvelles fonctionnalités? Si oui, lesquelles? C'est très important de pouvoir communiquer auprès de tous les utilisateurs. Troisième point, il faut utiliser plutôt la carotte que le bâton. Enfin, plutôt la carotte, même si le bâton est nécessaire. Je prends un exemple. Quand vous avez une population commerciale, cette population commerciale, c'est des gens qui généralement aiment le challenge. Si vous leur proposez un outil qui est ludique, sur lequel vous allez peut-être mettre un plan d'incentive, celui qui a saisi le plus d'opportunités, celui qui a saisi le plus de comptes rendus, gagne une tablette, un téléphone, une petite prime. Forcément, ces gens-là, ils vont être intéressés pour utiliser le CRM. À l'inverse, on parlait de bâton, il faut aussi pouvoir faire du reporting dans le CRM pour pouvoir mesurer l'adoption et l'utilisation de l'outil et prendre les mesures nécessaires. Aller vers les utilisateurs qui ont peut-être un peu moins utilisé le CRM pour comprendre pourquoi. Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que l'outil ne propose pas les fonctionnalités attendues, etc., etc. Bien évidemment, tous ces conseils sont à adapter en fonction de ce qui fonctionne le mieux dans votre entreprise. Mais ça, j'imagine que vous êtes les premiers à le savoir. On va prendre quelques idées en vrac sur cette conduite du changement. Quelque chose qui marche assez bien, c'est le nom d'un projet, plutôt que d'imaginer un nom de projet informatique avec un nom de planète ou que sais-je, on voit encore de temps en temps, essayer de trouver ou de faire voter même en interne le nom du projet. Ça peut être un nom rigolo, ça peut être un nom qui a un vrai sens, avec un jeu de mots avec le nom de l'entreprise. Quand vous avez ce nom, pouvoir faire une marque à part entière. On va plutôt que de dire, tiens, il faut utiliser le projet CRM, si j'utilise le projet client 2019, c'est peut-être plus intéressant. Néanmoins, client 2019, ça s'arrêtera en 2019. Identifier les bons canaux de communication interne. Ça peut être, si vous avez un portail, communiquer sur ce portail, une newsletter en interne, des petites notifications dans les outils. On peut imaginer plein de choses. L'idée, c'est que, notamment sur cette phase de sensibilisation, l'utilisateur ne perde pas de vue qu'il y a un CRM qui arrive avec des dates précises et qu'il sache ce qu'il y aura dedans. Planifier aussi des sessions d'écoute, quelque chose qui marche assez bien, qu'on anime aussi avec nos clients. Des sessions, par exemple, une fois toutes les 2 semaines, pendant 1 heure, on ouvre un WebEx ou une session
en ligne où les utilisateurs ont la liberté de se connecter, de venir poser des questions, exprimer des choses, voir peut-être des compléments de formation. Ça permet de ne pas abandonner les utilisateurs. On sait que souvent, les utilisateurs qui n'utilisent pas le CRM, ils ont des bonnes raisons. Et malheureusement, ils ne vont pas forcément vous les dire. Si vous n'allez pas vers eux, si vous ne leur proposez pas des moments d'échange, ça peut être compliqué pour identifier ces éléments. Créer un projet ludique en interne. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder trop là-dessus parce que je pense que Jean-Philippe aura des éléments, mais aujourd'hui, on parle, peut-être que certains d'entre vous sont familiarisés avec ça, on parle de gamification. Pour prendre un cas très concret, je pense que la plupart des gens connectés au webinar a joué à Candy Crush. Je pense que tout le monde connaît Candy Crush, un petit jeu sur mobile qui est terriblement addictif. L'idée, c'est de ne pas transformer votre CRM en un petit jeu vidéo. Néanmoins, pouvoir mettre des petits challenges, pouvoir avoir une interface qui soit graphique ou peut-être en saisissant un compte-rendu de visite, on va gagner des petits points et ça va permettre d'identifier le meilleur vendeur du mois, l'utilisateur le plus assidu, etc. Mettre de l'incentive derrière, c'est forcément très agréable, surtout sur des populations commerciales. On a d'excellents retours là-dessus. On peut aussi imaginer créer un programme de champions avec des utilisateurs qui vont être identifiés, qui vont être vos ambassadeurs, qui vont être récompensés, qui vont, en fonction de performances réalisées dans le CRM. Ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, mettre en place des instances de pilotage, créer un comité de direction ou un comité projet. Ce comité projet, il doit être connu de la part des utilisateurs, ce qui permet à chaque utilisateur de savoir à qui remonter l'information, à qui remonter les demandes. Et ce comité sera en charge de se réunir régulièrement pour statuer sur les évolutions, pour statuer sur le projet, pour le faire évoluer et répondre aussi aux différentes questions, proposer des nouvelles formations aussi, par exemple. Encore quelques idées liées à la conduite du changement. Avoir une équipe de choc, c'est quelque chose qui est assez important. Très clairement, tout le monde n'a pas la fibre ou l'énergie ou le temps pour mettre en place un outil CRM. Il faut des gens qui soient extrêmement dynamiques, qui aient une vision métier qui soit très importante, quasiment parfaite. Et il faut des gens qui aient envie d'aller sur le CRM. Des gens qui sont moteurs, vont aller volontairement vers les utilisateurs, les solliciter, les challenger sur leurs besoins. Si vous avez des personnes comme ça, essayez de les inclure à votre équipe projet, ce sera forcément bénéfique. On en parlait tout à l'heure, les formations. Essayez de proposer des formations qui soient personnalisées par typologie de métier, par typologie d'attente. Éviter les formations d'une journée complète sur l'outil où on va voir comment créer ceci, comment créer cela. Non, essayez de prendre des cas très concrets. Aujourd'hui, on va voir comment traiter une demande entrante. Aujourd'hui, on va regarder comment suivre une opportunité commerciale du début à la fin. Et tout de suite, le commercial se sent concerné et forcément sera plus attentif aux formations. Je parle de formations là qui peuvent être physiques, ça peut être aussi des manuels de formation, ça peut être des formations en ligne, ça peut être des vidéos. Il y a énormément de supports aujourd'hui qui peuvent être à disposition et il faut les exploiter pour pouvoir garantir que tous les utilisateurs sont parfaitement formés et opérationnels sur l'outil. Mener un sondage auprès des utilisateurs, là aussi je pense que Jean-Philippe en parlera un petit peu tout à l'heure. Un intérêt, c'est de pouvoir proposer ou de sonder les utilisateurs, donc de leur proposer un petit questionnaire régulièrement pour mesurer la satisfaction, l'adoption de l'outil. Là aussi, ça peut avoir beaucoup de valeur parce que vous pouvez découvrir des choses. Des gens qui finalement utilisent beaucoup le CRM, mais utilisent 10%, ils sont bloqués alors qu'il y a des fonctionnalités qui existent mais qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Préparer aussi des kits de communication pour la direction. Je pense par exemple des petits kits, ou une petite vidéo du directeur qui va expliquer pourquoi on a mis en place un CRM. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Quelle est la vision à long terme?
On parlait tout à l'heure d'objectifs. Définissez des objectifs et communiquez sur ces objectifs. Et ensuite, n'hésitez pas à recueillir régulièrement les témoignages des utilisateurs et potentiellement à diffuser ces témoignages. J'ai monsieur Untel qui est super content parce que depuis qu'il utilise son CRM, il a plus de temps à passer en relation avec ses clients. Ça, c'est un témoignage qui est génial. Et du coup, si vous pouvez communiquer auprès de vos utilisateurs sur ce témoignage, forcément, vous inciterez les autres utilisateurs à utiliser l'outil. On va parler du dernier point qui est lié à l'évolution, plan de vie du CRM. Nous avons vu comment optimiser le déploiement de l'outil, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet CRM, ça ne va pas s'arrêter à un lot 1. Un projet CRM, ça ne s'arrête jamais. Ça évolue au fil de l'eau, au fil de vos process, de vos clients. Vos clients évoluent aussi, donc forcément, vous devez vous adapter. Et donc, c'est nécessaire de mettre en place un certain nombre d'outils pour monitorer, vérifier que votre outil il est correctement utilisé, il est utilisé par tout le monde, mesurer le nombre de connexions, mesurer ce que les gens font dans le CRM, mettre en place des indicateurs aussi de qualité de saisie. Si la plupart des entreprises qui sont saisies n'ont pas de numéro de téléphone, est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas de numéro de téléphone sur la fiche? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de communication? Est-ce que c'est parce que souvent ils ne l'ont pas? Est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire? Voilà, c'est des choses qui peuvent ressortir suite à un monitoring. Ensuite, le feedback des utilisateurs. Il faut le prendre, qu'il soit positif ou négatif. Les retours positifs, ils vont vous servir de témoignage interne. Les retours négatifs vont vous permettre d'améliorer l'outil. Ensuite, je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas forcément cette philosophie, mais n'hésitez pas à fêter les succès, à communiquer sur les succès. On prenait tout à l'heure en exemple l'objectif des 10% d'amélioration ou de réduction du temps de traitement des demandes. Si cet objectif il est atteint, il ne faut pas hésiter à communiquer sur ça. En décembre 2019, félicitations, grâce à vous, nous avons pu atteindre cet objectif. Et donc la suite, c'est forcément là aussi intéressant pour les utilisateurs qui vont se sentir impliqués et récompensés. Enfin, le CRM doit être ajusté au fil de l'eau, même minime. Une évolution, c'est une évolution. Mettre un indicateur, rajouter un champ, c'est quelque chose qui peut vous paraître minime, qui techniquement l'est probablement, mais qui pour l'utilisateur peut être énorme. Ça peut être un gain de temps intéressant, ça peut être aussi facilité, refaire les écrans, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à toujours remettre en question les éléments et à faire des tests, à essayer d'aller plus loin et de ne pas se dire j'ai fait mon CRM loin qui répond à mon cahier des charges loin. Allons-y, c'est pas un ERP. Si vous avez déjà un CRM en place, alors on a parmi les personnes qui sont présentes des personnes qui disposent déjà d'un CRM, que ce soit Sugar ou n'importe quel autre outil. Ce qu'on a vu, c'est que l'adoption, elle n'est pas liée à un outil. Même si, avec un outil comme Sugar CRM, vous avez la possibilité de suivre les taux de connexion, la qualité des données, etc. C'est des choses qui doivent être mises en place, quel que soit l'outil. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà un outil en place, il va falloir vérifier que vous avez une bonne adoption. Comment vérifier que vous avez une bonne adoption? Commencez par réaliser une évaluation de l'outil actuel. Observez le nombre de connexions, la quantité de données saisies. Ensuite, allez vers les utilisateurs. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a des manques fonctionnels? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui pourraient être améliorées ou revues? Évaluez aussi la santé du système. Quand je parle de santé du système, ça peut être de façon technique. Est-ce que le système il a plusieurs années et il devient obsolète ou ça devient une usine à gaz parce qu'on a fait trop de développement?
est-ce que les temps de réponse sont satisfaisants? Est-ce que la sécurité de l'hébergement est satisfaisante? Est-ce que on est en phase avec le RGPD? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire évoluer le système par nous-mêmes ou par un prestataire? Aussi, c'est assez important. Et ensuite, mener des workshops d'évaluation de l'ergonomie, mesurer les temps de saisie, demander aussi aux utilisateurs si les temps de saisie sont satisfaisants, parce que c'est des choses qui sont importantes. Et à l'issue de cette analyse, vous serez en mesure de dire si l'outil actuel est satisfaisant ou doit être amélioré, ou si finalement, par rapport à l'existant, c'est pas plus pertinent de partir sur un nouvel outil. Pour résumer, le CRM, c'est un peu l'outil à la mode que tout le monde met en place, mais c'est pas un projet informatique classique. On ne peut pas le mener comme aujourd'hui on mène un projet ERP. On a vu 4 thématiques. Grâce à ces 4 thématiques, si vous les traitez correctement, si vous mettez en place, si vous donnez les moyens en mettant en place des actions sur chacun des éléments, forcément, vous allez transformer votre CRM et vous allez vous assurer de l'adoption de votre outil CRM. Donc là, on a vu des cas très bien sur le papier, mais je vais du coup cette fois laisser la main à Jean-Philippe qui va essayer de vous présenter un cas très concret, une étude de cas sur une entreprise sur laquelle on aurait mis en place un outil CRM. Je vais te laisser la main. Ouais. En l'occurrence, c'est même l'idée, c'est tu as tout dit déjà. L'idée, c'est de voir effectivement comment, notamment certains de nos clients ont décliné ces bonnes pratiques opérationnellement et comment ils les ont enrichis, notamment. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de commencer, alors par un petit rappel, je vais le faire très rapidement parce que c'était très clair, je pense, dans ce que tu as expliqué. C'est qu'une stratégie qui fonctionne bien, c'est celle que Mathieu décrivait, et ça, on l'a vraiment vécu au quotidien, c'est cette stratégie de conduite du changement, ce programme d'adoption en 3 étapes. La campagne de sensibilisation, où on va plutôt préparer les esprits. Ça peut parfois être une phase de transformation culturelle au sein d'une société pour montrer en quoi c'est important de partager l'information, en quoi c'est primordial, stratégiquement parlant, d'améliorer la relation client au sein de l'entreprise. Ensuite, on a cette campagne de préparation dont tu parlais tout à l'heure, qui est là plus ce que j'appellerais la préparation de l'organisation des outils. C'est effectivement, une fois que le CRM sera en place, quels outils vont être utilisés pour piloter l'adoption. Est-ce que c'est des rapports dans le CRM? Est-ce que c'est un outil de BI qui est greffé au CRM? Comment est-ce que les utilisateurs vont remonter leur feedback? Comment les utilisateurs, je suis utilisateur, j'ai le CRM, j'ai une question, j'ai un petit souci ou autre, j'ai besoin d'une réponse en fait. Qui je contacte et avec quel outil? On a des clients, par exemple, qui ont un portail de helpdesk en interne, et donc en amont, dans cette campagne de préparation, ils vont préparer effectivement une newsletter ou des mails pour indiquer aux utilisateurs comment demain communiquer cette question en interne. On a des clients qui n'ont pas de helpdesk, mais qui se disent que finalement un outil comme Zendesk, par exemple, en fonction de la volumétrie, du nombre d'utilisateurs que vous avez, c'est un outil qui peut être pertinent. Et ensuite, on a cette campagne d'adoption post-déploiement, donc comme le disait Mathieu, où là, on va vraiment plutôt piloter l'adoption et ainsi de suite. Alors, premier cas, donc c'est en fait l'un des clients que nous avons accompagné, qui est une entreprise en fait internationale avec plus de 300 utilisateurs utilisant le CRM. Donc tout à l'heure, Mathieu, vous indiquiez que effectivement, c'est stratégique d'avoir une équipe projet en fait avec, on va dire, un membre de l'équipe dirigeante, un chef de projet, des représentants de l'IT. Et ce qu'ils ont fait également, c'est que dès le démarrage du projet, ils ont embarqué leur service communication. Donc, concrètement, il y avait un programme d'adoption qui se faisait en parallèle de l'implémentation. Et dès le démarrage, en fait, cette équipe a travaillé avec le service com pour lui réexpliquer les objectifs du projet. Ils ont cherché ensemble un nom pour le CRM, donc ils ont trouvé un nom assez sympa, bon là que je ne peux pas communiquer, mais en gros ils ont trouvé un nom sympa et ils ont trouvé un logo.
Et c'est là que c'est important d'embarquer également le service communication, ça avait du sens, parce que le service communication va apporter d'une part sa méthodologie, pour préparer par exemple un plan de communication, va apporter sa créativité, pour trouver le nom du CRM, souvent ils ont des compétences pour créer le logo, et selon la taille de votre entreprise, si vous n'avez pas nécessairement de service communication, trouver quelqu'un de créatif en interne, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un du marketing, ou une société qui vous accompagne au quotidien. Et donc, concrètement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'ils avaient ce nom, ce logo, qu'ils avaient bien identifié également quels étaient les bénéfices clés qu'allait apporter le projet et le CRM, ils ont créé des vidéos, des petites vidéos en fait de 3 minutes notamment, et des flyers qui indiquaient qu'est-ce qu'était le CRM, en quoi le projet CRM était stratégique au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'il allait apporter concrètement, et je trouvais ça intéressant, pourquoi ils avaient sélectionné la solution, pourquoi ils avaient choisi cette techno en fait. Que ça soit un Sugar, que ça soit un Euro, que ça soit Salesforce ou n'importe, c'est important, ça peut rassurer les utilisateurs de se dire pourquoi on a choisi cette solution, quels sont ses points forts. Et pour ça, vous avez des contenus, on va en parler juste après, qui sont sur le site des partenaires, des éditeurs et ainsi de suite. Et ils ont communiqué donc voilà, sur quel était cet outil et quelle était la roadmap, qu'est-ce qu'on allait livrer au quotidien, et ça, c'est ce que tu as indiqué tout à l'heure. Ils ont également mis en place, en fait, après le déploiement plus tôt, mais une newsletter autour du projet, justement pour communiquer comment la roadmap évoluait. Une newsletter qui portait justement les succès rencontrés. Quand quelqu'un gagnait 3 heures dans la journée grâce au CRM, il le communiquait, il faisait une petite vidéo avec le smartphone, il filmait la personne et il incluait la newsletter, avec un petit lien et un site dédié au projet. Alors, un autre cas pratique, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, ça c'est quelque chose qu'on a constaté qui marche bien. C'est au démarrage d'une formation, c'est d'avoir une petite vidéo d'un membre de l'équipe dirigeante, ou du sponsor généralement, qui va expliquer en quoi il est stratégique, en quoi en fait il est urgent finalement d'adopter le CRM. Cette notion d'urgence favorise aussi l'adoption, sans qu'elle soit anxiogène. En gros, l'idée c'est pourquoi on a un CRM et pourquoi il faut l'utiliser. Et cette notion de vidéo, en fait, elle peut être bien pratique. Troisième cas pratique, c'est l'accompagnement, pour souligner l'importance de l'accompagnement de proximité. On a de la même façon on travaille avec un groupe international et qui est composé de plusieurs business units. Et le taux d'adoption était plus élevé au sein d'une des entités du groupe. Alors, on a creusé, il y a eu un diagnostic en fait pour comprendre pourquoi finalement cette entité avait le meilleur taux d'adoption et pourquoi certaines autres entités avaient un peu plus de difficultés, on va dire, pour adhérer au CRM. Et le constat, en fait, c'est que d'une part, dans cette entité, on avait un manager commercial qui pilotait avec le CRM. C'est-à-dire que concrètement, pour lui, si c'est un manager commercial, quand il faisait des revues d'opportunités, des revues de portefeuille avec ses commerciaux, concrètement, s'il n'y avait aucune donnée dans le CRM, il considérait qu'ils n'avaient pas eu d'activité dans le mois. C'est un peu la notion de bâton que tu utilisais, mais c'est aussi la carotte. C'est-à-dire que lui, c'est un manager qui avait compris vraiment l'intérêt du CRM, le gain de temps qu'il avait et qu'il a en fait, à utiliser CRM pour piloter son activité. Et donc, en l'ayant compris, c'est la meilleure manière de transmettre justement sa conviction aux personnes qu'il manage. Et de la même façon, effectivement, il imposait un peu cet usage. L'autre chose, c'est que dans cette entité, on avait un relais local, on va dire un chef de projet fonctionnel ou un référent fonctionnel, voilà, pour utiliser le bon terme, qui accompagnait les utilisateurs au quotidien. C'était un expert du CRM qui était là. Les utilisateurs savaient que s'ils avaient des questions, ils pouvaient aller le voir. Et ils peuvent aller le voir justement pour, d'une part, leur poser des questions au quotidien, plutôt que rester dans leur coin et se dire, en gros, je ne sais pas comment utiliser un tableau de bord, je sais que je peux aller voir Jean-Philippe et lui poser les questions. C'est un relais local, en fait, qui organisait des questions-réponses toutes les fins de semaine, tous les vendredis après-midi. Il disait aux personnes, voilà, en fait, le CRM, il est en place. Tous les vendredis après-midi, on met un temps d'écoute. Vous pouvez me voir de 14h à 16h, me poser vos questions.
Si, ben, je ne sais pas si leurs process ont évolué, les métiers pouvaient lui remonter pour que lui, justement, remonte ça au comité de suivi dont tu parlais tout à l'heure, pour potentiellement aligner le CRM avec l'évolution des métiers ou des habitudes des clients. C'est donc également un référent qui s'occupait de la partie formation continue. Donc, il a mis en place des petits outils, il contribuait à la production de contenu et qui formait les nouveaux arrivants. Et ça, en fait, c'est ce que je vous indique, c'est indispensable parce qu'on constate parfois, en fait, que nos clients font bien les choses, ils forment, enfin, que ce soit nos clients ou d'autres clients, mais en fait, généralement, vous avez un CRM qui est en place, vous avez la formation initiale où les utilisateurs sont formés, mais parfois, on oublie de former les nouveaux arrivants. On oublie qu'un nouveau commercial peut être embauché. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant, soit dans vos process, d'allouer en fait cette fonction à un référent, à un relais local, ou alors de travailler avec vos RH pour intégrer dans le processus d'intégration d'un commercial, par exemple, dans l'entreprise, cette formation au CRM. Alors, quelques exemples, mais là, je vais peut-être redire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce qu'on a vu qui marchait bien pour embarquer les managers, c'est par exemple de présenter le CRM au séminaire annuel des managers. Généralement, cette présentation, en fait, elle est réalisée par le sponsor, parce que le sponsor, justement, porte la vision, porte la conviction que le CRM est indispensable et important pour l'entreprise. Et donc, c'est là qu'il peut passer le message qui est que la réussite du CRM passe par les managers. Et généralement, en fait, on a accompagné nos clients pour bien leur expliquer qu'effectivement, c'est un moment idéal pour que le sponsor implique les managers, leur explique en quoi leur rôle est indispensable pour que le CRM soit utilisé et adopté au quotidien. L'autre chose, c'est d'inclure dans le programme de formation, en fait, une formation des managers au pilotage avec le CRM. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que c'est une chose qui va permettre d'embarquer les managers. Et c'est également, en fait, un moment, on parlait tout à l'heure de moment d'écoute, là, c'est un moment de formation, un moment qui va être idéal pour convaincre des managers qui parfois sont réticents, pour convaincre ce public à l'intérêt et aux bénéfices qu'ils vont avoir à piloter l'activité avec le CRM. Alors, je crois que c'est notre dernier cas avant de vous parler de quelques ressources, c'est pour recueillir le feedback des utilisateurs, et ça, là-dessus, effectivement, je suis convaincu que c'est plus qu'indispensable. Il faut écouter les utilisateurs, il faut les accompagner au quotidien. Donc, recueillir leur feedback. Et pour ça, c'est simple. Mettez en place une enquête de satisfaction en interne. Une enquête de satisfaction, elle peut s'appuyer sur ce qu'on appelle le CSAT. En gros, vous avez une petite note avec 5 étoiles, par exemple. Quelle est votre satisfaction? L'autre chose, c'est que l'enquête de satisfaction, elle peut être accompagnée, on l'a vu chez certains de nos clients, en fait, de questions qui vont plutôt, finalement, permettre de communiquer sur des fonctionnalités méconnues. Vous avez une question, par exemple, qui est utilisez-vous l'application mobile? C'est une question un peu détournée, dans le sens où, d'une part, ça va vous permettre d'identifier des personnes qui ne l'utilisent pas, peut-être parce que finalement, elles ont besoin de formation. Parfois, elles ne l'utilisent pas parce qu'en fait, elles ne savaient pas du tout que ça existait. Et du coup, en voyant l'enquête, elles vont se dire, ah ben oui, en fait, il y a l'application mobile. Je vais peut-être pouvoir saisir mes comptes rendus justement quand je sors de chez mon client. Donc, l'enquête peut être le moyen de communiquer sur ces bénéfices qui sont parfois oubliés après la formation initiale. Et l'enquête va également permettre d'avoir un petit champ de commentaires du style, voilà, donnez-nous vos commentaires. Et c'est important d'analyser le verbatim, ça rejoint cette notion d'écoute. C'est que si vous demandez aux personnes de mettre un commentaire mais que vous ne le traitez pas, en gros, c'est pire que tout. Donc voilà, analysez le verbatim. Il y a même des outils qui permettent de faire une synthèse si vous avez des milliers d'utilisateurs. Échanger donc avec les relais locaux. Profiter plutôt des échanges entre les relais locaux et les utilisateurs, autant d'une machine à café. Ça peut être le moyen d'identifier une difficulté rencontrée par quelqu'un ou même un succès. Et enfin, vous avez votre portail de SAV, le site ou d'autres canaux.
Alors, là, c'est un petit exemple de ressources. N'hésitez pas à demander à vos partenaires si, justement, dans le CRM, vous avez un moyen de recueillir ce feedback utilisateur. Là, je vous donne en fait un petit exemple qui est une ressource qu'on propose en fait à nos clients Sugar, qui permet à un utilisateur de tout simplement saisir sa satisfaction et un commentaire. Et donc, au final, ça permet d'avoir cette vision. On peut mettre à disposition un exemple de plan de communication qui va vous dire en fait quoi communiquer, sur quel support, vers quelle cible. Donc ça, n'hésitez pas en fait à nous contacter pour qu'on vous accompagne sur ce sujet. De la même façon, si pour vos newsletters internes, vous avez besoin d'illustrations, les éditeurs, les partenaires comme Synolia en mettent à disposition. Voilà, utilisez ce capital, ça vous fera gagner du temps et ça permet de mettre en valeur, par exemple, les bénéfices apportés par un outil. Voilà. De la même façon, ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur les sites donc de l'éditeur du partenaire pour récupérer soit des vidéos, vous voulez lancer l'application mobile après le déploiement. Je prends l'exemple ici en fait d'une petite vidéo mise à disposition qui présente l'application mobile ici de Sugar, mais ça pourrait être n'importe quel CRM en quelques minutes. Et ça peut être un bon support pour montrer justement son intérêt au métier rapidement. L'autre chose, c'est que vous avez également, si vous avez besoin d'indicateurs dans la phase de sensibilisation pour expliquer justement quels sont les bénéfices clés d'un CRM. Ça, c'est en fait, vous en trouvez sur Internet, vous en trouvez chez les éditeurs, vous avez des livres blancs. Il y a vraiment du contenu qui peut vous aider en fait au quotidien. Et enfin, donc là, tu en parlais tout à l'heure également, la gamification, c'est effectivement pour créer en fait un CRM ludique. Là, vous voyez un petit exemple. C'est un petit exemple en fait de gamification où les utilisateurs vont gagner des badges. Vous allez en fait, on a différents challenges. Le premier qui va je sais pas, clore 5 tickets et ainsi de suite. Et les utilisateurs vont gagner des badges, vont passer des niveaux et ainsi de suite. Vous pouvez l'associer avec de l'incentive concret. Je parlais tout à l'heure de l'iPad ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est des outils qui existent. Et là, donc, si vous ne connaissez pas ces outils ou autres, on peut vous accompagner pour les identifier assez simplement. Voilà. Alors on a un peu débordé, donc on va aller rapidement. L'idée c'était de rapidement présenter Synolia pour ceux qui ne nous connaissent pas. Synolia, c'est 4 agences, Lyon, Paris, Rennes et Bordeaux. On est un peu plus de 90 personnes maintenant, réparties sur ces différents sites. On fait un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros là. En 2019, il y a une petite erreur, un chiffre d'affaires en constante évolution, et on a mené 700 projets, dont à peu près 400 sur la partie CRM. Autour de, enfin, si on fait un petit focus sur Sugar CRM, c'est un éditeur donc CRM qui équipe aujourd'hui un peu plus de 2 millions d'utilisateurs dans 120 pays. Sugar CRM, l'éditeur, dispose de 500 employés, donc ça varie un petit peu, répartis dans le monde entier. Ils sont des personnes aussi en France. C'est 23 trimestres consécutifs. C'est une croissance continue, là aussi, depuis quelques années. Et puis, c'est un réseau de partenaires présents dans tous les pays où on souhaite mettre en place le CRM. Je vais volontairement aller un peu vite pour essayer de traiter quelques questions, parce que je vois qu'on en avait quelques-unes qui arrivaient. Bon, il nous reste 5 minutes, donc on va essayer d'être assez rapide. Je vais peut-être prendre la première. Ouais. La première qui concerne l'accompagnement si on n'a pas Sugar CRM. Donc c'est ce que Jean-Philippe disait en fait. Quand on a un CRM, quel que soit le CRM en place, aujourd'hui, la stratégie qu'on a présentée ici, elle est valable. Après, c'est sur les fonctionnalités qu'on aura un peu de différentiel. Et aujourd'hui, Synolia est capable de vous accompagner. On a une cellule et des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement de nos clients et qui sont capables d'intervenir sur n'importe quel outil CRM. Je vois Salesforce. Chacun fait son choix, mais
Voilà. On peut effectivement vous accompagner, quels que soient les types d'outils, que ce soit du coaching en fait, de référents, enfin de product owner, CRM ou autre, que ce soit autour de la production de contenu, pour des newsletters ou autre. Après, chaque contexte est différent. Effectivement. Peut-être prendre celle-ci. Ah, elle est partie. Voilà. Comment savoir que l'on fait face à une mauvaise adoption? Alors, là, en fait, la notion de pilotage, elle est importante. C'est comment, pour savoir si on fait face à une mauvaise adoption, c'est d'une part via le suivi de cette adoption dans l'outil. Donc, on va suivre d'une part l'usage de l'outil. Généralement, enfin, les outils CRM viennent avec des rapports ou des outils de reporting qui vous permettent de voir, je sais pas, le nombre de comptes rendus créés, le nombre de comptes mis à jour. Donc, en fait, voilà, exactement. Donc, il y a différents tableaux de bord en fait à mettre en place pour surveiller cette adoption, aussi bien que pour surveiller la qualité de données aussi. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez également suivre les sessions. C'est combien de personnes se connectent. Et ensuite, vous pouvez combien de temps. Et ensuite, on peut le préciser. C'est-à-dire que si vous avez un souci d'adoption, on peut le préciser. C'est par rapport aux typologies de personnes. On va voir si ça concerne plutôt une certaine business unit. Est-ce que ça concerne plutôt une certaine typologie de population, une certaine fonction dans l'entreprise. Donc après, c'est vraiment via on va dire du monitoring d'activité, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on peut le suivre. Alors, on peut prendre une dernière. Ouais, là, on a cette question qui est qu'on a mentionné la notion de NPS. Qu'est-ce que c'est? Donc le NPS, en fait, c'est un indicateur. C'est la question qu'on rencontre, je suis sûr que vous l'avez déjà eu, qui est sur une note jusqu'à 10, en gros, quelle est la probabilité que vous recommanderiez en fait une entreprise. Donc c'est en fait un indicateur qui permet de calculer un taux de recommandation et indirectement en fait un taux de satisfaction. Donc en fait, il y en a deux, on va dire, principaux. Enfin, là, j'ai parlé du CSAT tout à l'heure, qui sont plutôt les étoiles. Et on a le NPS qui est plus, lui, cette note. Ok. Pour la question suivante, quelles suggestions proposez-vous pour un accompagnement sur des sites distants et des utilisateurs pouvant être seuls sur leur périmètre? Aujourd'hui, sur des sites distants, en fait, la plupart de nos clients ont des forces de vente qui sont, enfin, des forces de vente ou du service client qui va être réparti sur le territoire français ou même plus largement dans le monde. Donc, on est capable d'animer des formations via aujourd'hui des outils de vidéoconférence. Ça peut être Meet, ça peut être WebEx, ça peut être beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Ce qui permet donc de pouvoir connecter des utilisateurs à distance, pouvoir prendre la main sur leur PC, pouvoir leur présenter des choses. Ces sessions, généralement, on a entre 3, 4, voire jusqu'à 6, 7, 8 personnes maximum. Si on a des personnes qui sont seules sur leur périmètre, ce qu'on va plutôt faire, c'est travailler directement avec elles sur des scénarios assez précis, sur leur méthode et voir si on peut proposer quelque chose de personnalisé à ces personnes. Là aussi, on va dire des supports de formation personnalisés, ça peut être intéressant. Je pense à des petits flyers. Le manuel de formation de 250 pages, très clairement, c'est ça. Très clairement, ça n'a aucun intérêt. Par contre, un petit flyer A4 complet et qui permet d'avoir en quelques captures d'écran et quelques mots les fonctionnalités importantes et ce qu'on doit faire dans le CRM, ça c'est clairement quelque chose qui marche et qu'on a déjà mis en place. C'est pas mal de nos clients. Totalement. Alors on a une autre question qui est, est-ce qu'il est utile de mixer les populations pour un CRM collaboratif, les commerciaux, marketing? Alors oui, dans le sens où aujourd'hui, en fait, on le voit dans les cahiers des charges, on le voit avec nos clients, on ne parle plus nécessairement d'un CRM qui sont en gros un CRM commercial, un CRM service client. Aujourd'hui, en fait, il y a vraiment une approche transverse au sein des entreprises parce qu'on parle plus d'expérience client. Et en fait, cette expérience client aujourd'hui, elle touche tout le monde. Elle va toucher l'équipe commerciale, elle va toucher le service client. En gros, toutes les populations en relation avec vos clients finaux. Et donc, oui, c'est primordial, même stratégique, de mixer ces populations, en fait, pour un CRM collaboratif, mais j'allais dire, un CRM doit être collaboratif. Au-delà des populations commerciales et marketing, on va aussi penser service client, on va penser au service qualité, exactement. Ouais. Des gens qui, en fait, le CRM, normalement, il a vocation à être utilisé par toutes les personnes qui sont en relation avec des clients.
ou avec des personnes externes à l'entreprise. Donc très rapidement, en fait, on va se rendre compte qu'on va le déployer à une petite population, mais que finalement, il y a d'autres personnes qui vont être concernées, et on va avoir envie, logiquement, s'il est bien adopté, d'ouvrir l'outil à plusieurs autres personnes. On va prendre une dernière question, on déborde un tout petit peu. Bonjour, quelle périodicité conseillez-vous pour le recyclage des utilisateurs avec les différentes versions et évolutions de Sugar? Je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement la question. Aujourd'hui, Sugar CRM propose une version majeure par an. Pour les clients qui sont hébergés chez eux ou hébergés sur le cloud Synelia. Ce qui signifie que ça peut être intéressant de cadencer vos évolutions, peut-être quand le projet est en route, sur cette même périodicité. Ça, voilà, peut-être 1 ou 2 mois après la nouvelle sortie, la nouvelle version de Sugar, pouvoir voir si elle a du sens, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter et surtout comment je peux l'adopter à mon métier. Je prends un exemple très concret là, depuis que je ne dise pas de bêtises, un mois, la nouvelle version de Sugar, donc Sugar 9 pour 2019 est sortie. Donc ça peut être intéressant de se poser aujourd'hui la question de est-ce que ça a de la pertinence chez moi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Alors forcément ça va m'apporter des patchs et de la sécurité, donc de la stabilité sur l'hébergement, ça m'apporte aussi généralement des performances, mais ça peut aussi m'apporter peut-être de nouvelles fonctionnalités, des choses que je n'avais pas forcément imaginées. Il est 12h02, on a dépassé un tout petit peu, je vous propose de nous arrêter là. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses que vous voulez revoir, n'hésitez pas à nous contacter. On sera content de vous répondre. Sachez juste que donc Synelia, nous, on vous a présenté un certain nombre d'actions qu'on est capable de mener avec nos clients sur Sugar CRM ou sur d'autres outils. Et donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner n'importe quelle typologie de clients dans la mise en place d'outils CRM parce qu'on a identifié que c'est pas forcément aussi évident que ça y paraît au premier abord. Voilà, dans la mise en place d'outils CRM et comme on le voyait aujourd'hui, autour de l'adoption, autour du pilotage de l'adoption de l'outil. Il me reste donc à vous remercier et moi aussi pour votre participation et à vous souhaiter un bon repas, un bon déjeuner. Exactement, bon appétit et bonne journée. Merci à tous, au revoir.